Je m'appelle Olivia Bennett et j'avais 29 ans lorsque j'ai appris que les personnes qui se considèrent comme ma famille peuvent s'asseoir à 1 mètre d'une télévision et ne pas reconnaître qui vous êtes tant que le reste du pays n'a pas prononcé votre nom en premier. Le plus étrange, c'est que je leur ai donné une chance. Un jour avant la plus grande cérémonie de remise de prix de ma vie, j'ai ouvert le chat de notre groupe familial et j'ai tapé une simple invitation. Je leur ai dit qu'il y aurait une retransmission en direct pour annoncer que j'avais été sélectionnée pour une distinction nationale, et que cela signifierait plus que je ne pourrais l'expliquer s'ils venaient. Ou du moins, s'ils regardaient. J'ai attendu, mon téléphone à la main, comme si j'avais à nouveau 17 ans. En espérant que cette fois-ci serait différente. Puis mon père a répondu. Il a dit qu'il ne gaspillait pas sa soirée pour un stupide trophée. Ma mère a convenu qu'un dîner en famille semblait être une meilleure utilisation du temps. Et ma sœur m'a dit de ne pas culpabiliser tout le monde, comme si le fait de leur demander d'assister au plus grand moment de ma carrière était une petite performance égoïste. J'ai regardé ces messages alors que le programme officiel était ouvert sur mon ordinateur portable, mon nom imprimé à côté d'un travail qui avait permis d'avertir les familles avant que les tempêtes n'atteignent leur rue et des délais. Équipe d'urgence à se déplacer plus rapidement lorsque chaque minute comptait. Pour eux, c'était stupide. Je n'ai donc pas argumenté. Je n'ai pas supplié. J'ai tapé un mot. Compris. Puis j'ai posé mon téléphone et je les ai laissés faire leur choix. Le lendemain soir, alors qu'ils étaient assis autour de ce dîner familial, mon visage est apparu à la télévision nationale, le temps qu'ils comprennent ce qu'ils avaient rejeté. Les sièges vides à côté de moi avaient déjà tout dit. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après cette émission et pourquoi mon père n'a pas pu revenir sur ce qu'il avait dit, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes en ce moment. Est-ce qu'il correspond à votre humeur du jour? Vous comprenez pourquoi ce mot, compris, a été ressenti comme une porte qui se ferme. Vous devez comprendre ce que c'était que de grandir dans la maison Bennett. Nous vivions à Naperville, une banlieue propre et confortable de la banlieue de Chicago, le genre d'endroit où les pelouses sont taillées avant le lever du soleil et où les parents se connaissent par le numéro de maillot de leurs enfants. Mon père, Richard Bennett, était entraîneur de football au lycée, et dans notre ville, cela signifiait quelque chose. Les gens l'arrêtaient dans les épiceries. D'anciens joueurs lui serraient la main dans les stations-service. Les parents considéraient ces paroles comme des conseils gravés dans la pierre. Il aimait être perçu comme l'homme qui forgeait le caractère, enseignait la discipline et pensait que la famille passait avant tout. C'était sa phrase préférée, la famille d'abord. Il la prononçait avant les matchs, lors des manifestations de supporters, pendant les collectes de fonds de l'école, et même pendant les dîners, lorsqu'il voulait que tout le monde range son téléphone et l'écoute parler. Ma mère, Linda Bennett, était une enseignante de 3e année qui savait comment faire passer toutes les choses difficiles en douceur. Elle criait rarement. Elle corrigeait, adoucissait, expliquait et excusait. Si mon père oubliait quelque chose d'important, elle parlait de stress. Et si ma sœur accaparait toute l'attention, elle appelait cela de la confiance. Si on me négligeait, elle appelait cela de l'indépendance. Ma sœur aînée, Jessica Bennett, était l'enfant qui avait du sens pour eux. Elle était bruyante, jolie, sportive, sociable et toujours entourée de gens qui l'acclamaient. Elle jouait au volleyball au lycée et a ensuite transformé cette même énergie en immobilier, où chaque maison vendue devenait une annonce familiale, et chaque nouveau client la preuve que Jessica était née pour briller. Puis il y avait moi, Olivia, la discrète. Celle qui réparait l'imprimante quand ma mère avait besoin de feuilles de travail pour la classe. Celle qui a réinitialisé le routeur lorsque mon père n'arrivait pas à télécharger les séquences d'un match. Celle qui a construit le site web de Jessica pour ses premières annonces immobilières. Puis qu'il a regardé dire à ses proches qu'elle avait trouvé toute seule la stratégie de marque. Ma place dans la famille était utile mais invisible. Si quelque chose tombait en panne, ils se souvenaient que j'existais. Si quelque chose allait bien, ils oubliaient que je l'avais touché. À l'âge de 12 ans, j'ai participé à une foire scientifique à l'école avec une station météo que j'avais construite avec des capteurs bon marché, une tablette cassée et des pièces que j'avais commandées avec l'argent de mon anniversaire. J'étais fière de ce projet, comme le sont les enfants avant que le monde ne leur apprenne à rapetisser. J'ai fabriqué un petit panneau d'affichage, j'ai répété mon explication dans le miroir et j'ai gardé 3 places près de l'avant parce que je pensais que ma famille viendrait. Ils ne sont pas venus. Jessica avait un dîner régional de volleyball ce soir-là. Et mon père a dit qu'il était important que la famille la soutienne parce que la culture de l'équipe comptait. Et ma mère m'a embrassé sur le front et m'a dit, tu comprends, n'est-ce pas? Tu es tellement mûr pour ces choses-là. Ce soir-là, j'ai remporté la 2e place.
Un professeur m'a prise en photo à côté du tableau. Lorsque je l'ai montré à mon père plus tard, il a à peine levé les yeux de son téléphone. Il m'a dit, « C'est super, Liv, rappelle-moi demain de vérifier le Wi-Fi dans le garage. » C'est devenu une habitude. Jessica a reçu des fleurs. J'ai eu des tâches. Jessica a eu des discours. On m'a dit bon travail depuis une autre pièce. À U lycée, j'ai rejoint un club de codage et j'ai remporté un petit concours national pour la construction d'un prototype d'alerte aux inondations. Mon père appelait cela un hobby informatique. Le même week-end, l'équipe de Jessica a remporté un tournoi et il a invité la moitié du voisinage à un barbecue. Je me souviens d'être resté dans la cuisine, à remplir des bacs à glace pour les invités, tandis que les gens demandaient à Jessica de raconter encore et encore l'histoire du point final. Personne ne m'a demandé ce que j'avais construit. Personne n'a demandé pourquoi mon professeur avait écrit « Travail exceptionnel » sur mon certificat. Ma mère m'a vu le tenir et m'a dit « Chérie, mets-le en lieu sûr avant qu'il ne soit taché de sauce. » C'est ce qui s'est rapproché le plus de la reconnaissance. Le fait d'être ignoré ne vous met pas toujours en colère immédiatement. Parfois, cela vous rend efficace. J'ai cessé de m'attendre à ce que les chaises soient remplies. J'ai cessé de demander qui venait. J'ai cessé de dire « Regardez ce que j'ai fait ». J'ai appris à mesurer mon succès en fonction de l'efficacité de la chose, et non en fonction des applaudissements. Cette leçon m'a protégée. Mais elle m'a aussi rendu solitaire d'une manière que je n'avais pas encore exprimée. Je suis devenue la fille qui n'avait pas besoin de grand-chose. Dans ma maison, cela ressemblait à des louanges, mais en réalité, c'était la permission de me donner moins. Mon père disait aux autres qu'il avait élevé des filles fortes. Ce qu'il voulait dire, c'est que Jessica avait sa fierté et moi sa commodité. Pendant des années, j'ai laissé cela suffire parce qu'une partie de moi croyait encore que si je faisais quelque chose d'assez grand, d'assez utile, d'assez impossible à ignorer, peut-être qu'il me regarderait enfin et verrait plus que la personne qui réparait les choses tranquillement en arrière-plan. Je ne me suis pas lancé dans la technologie parce que je voulais attirer l'attention. J'y suis entré parce que les systèmes me semblaient plus logiques que les gens. Un avis de tempête arrivait soit trop tard, soit à temps. Une route était soit inondée, soit ouverte. Un signal parvenait à un répartiteur ou échouait. Les données ne faisaient pas semblant de s'intéresser à vous lors d'un dîner, puis disparaissaient lorsque vous en aviez besoin. Après l'université, j'ai rejoint le Chicago Climate Response Lab, un groupe de recherche et de technologie qui travaillait avec les bureaux de gestion des urgences dans tout le Midwest. Cela n'avait rien de prestigieux lorsque je l'expliquais lors des réunions de famille, et c'est probablement la raison pour laquelle mon père a cessé d'écouter après le mot donné. Notre équipe construisait des outils pour les compter confrontés à des tornades, des crues soudaines, des chaleurs extrêmes, des pannes d'électricité et des tempêtes qui pouvaient changer de direction plus rapidement que les gens ne pouvaient réagir. Mon travail consistait à participer à la conception du moteur de prédiction, la partie du système qui récupérait les données des radars, les jauges des rivières, les rapports de circulation, les appels au 911, la capacité des abris et les données sur les infrastructures locales, puis qui transformait tout ce bruit en avertissements utilisables par les citoyens. Et la première version était laide. Elle tombait en panne au pire moment. Elle signalait des routes comme sur alors que les équipes locales savaient qu'elle prenait déjà l'eau. Elle réagissait de manière excessive aux faux signaux et de manière insuffisante aux signaux discrets. J'ai passé des nuits à regarder des cartes jusqu'à ce que les frontières des comtés se brouillent sur mon écran. J'ai mangé des dîners dans des distributeurs automatiques à côté de personnes qui se souciaient suffisamment de leur sort pour se disputer pour quelques secondes. Car dans notre travail, les secondes ne sont pas abstraites. Elles faisaient la différence entre un bus scolaire qui s'éloigne d'un passage souterrain inondé et celui qui fonce droit dedans. Elles faisaient la différence entre un couple de personnes âgées qui recevaient un coup à la porte avant que l'eau ne monte ou qui attendaient à l'étage sans électricité et sans possibilité de sortir. Le projet a changé pour moi après qu'une tempête a frappé une petite ville au sud-ouest de Joliet. Le rapport officiel ne comportait que quelques pages, mais je l'ai lu jusqu'à ce que j'en connaisse chaque ligne temporelle par cœur. Un ruisseau était monté plus vite que prévu. Ensuite, une route principale a été fermée avant que les répartiteurs ne disposent d'un itinéraire alternatif fiable. Une unité de secours a perdu 10 minutes pour contourner un cours d'eau que personne n'avait encore repéré. 10 minutes. Cela peut paraître peu quand on est assis dans un bureau au sec. Ce n'est pas le cas lorsque quelqu'un appelle à l'aide depuis une maison remplie d'eau. Je n'arrêtais pas de penser, nous avions les données quelque part. Elles existaient.
C'est juste que nous ne les avons pas connectés assez vite. Cette pensée ne me quittait pas. Maya Whitfield, notre directrice de recherche, l'a remarqué. Maya a été la première personne dans ma vie d'adulte qui a regardé mon obsession pour les détails et ne l'a pas qualifiée de réflexion excessive. Elle a parlé de responsabilité. Elle m'a donné des problèmes plus difficiles au lieu de me dire de me détendre. Lorsque d'autres personnes étaient prêtes à abandonner un modèle suffisamment bon, Maya me regardait et me disait « Olivia, qu'est-ce qui te tracasse encore ?» Et je lui disais. L'écart de temps. Les rapports locaux manquants. La façon dont les routes rurales disparaissent des cartes officielles en cas d'urgence. Le fait que les avertissements ne signifient rien s'ils ne parviennent pas aux gens dans un langage auquel ils font confiance et sur des itinéraires qu'ils peuvent emprunter. Notre équipe a construit et reconstruit le système autour de ces questions. Nous l'avons testé avec des services de pompiers volontaires, des bureaux d'urgence de comté, des centres de répartition et des refuges communautaires. Nous avons appris qu'une prévision parfaite était inutile si elle arrivait dans un format que personne ne pouvait lire en cas de crise. Nous avons appris que les connaissances locales comptaient autant que les données satellitaires. Nous avons appris que la technologie devait soutenir les gens et non remplacer leur jugement. Le premier véritable succès est survenu au cours d'une saison de tempête printanière qui a mis tout le monde sur les dents. Notre système a signalé un groupe de routes rurales susceptibles d'être inondées avant l'avis officiel de fermeture. Elle a suggéré de rapprocher 2 unités de sauvetage d'un quartier vulnérable et d'envoyer une alerte précoce à une communauté de maisons mobiles situées à proximité d'un bassin hydrographique. Le comté a suivi la recommandation. Plus tard, l'un des coordinateurs d'urgence a appelé notre bureau. Sa voix paraissait épuisée et crue. Il a dit : « Votre système nous a donné 12 minutes. » C'était suffisant. J'ai écrit ces mots sur une note autocollante que j'ai gardée sous mon moniteur. 12 minutes. Suffisamment de temps pour qu'un parent réveille son enfant. Suffisamment de temps pour qu'un dispatcher redirige une équipe. Suffisamment de temps pour que quelqu'un parte avant que la route ne disparaisse. C'est à ce moment-là que mon travail a cessé de ressembler à un code et qu'il a commencé à ressembler à une promesse. Et la nomination au prix n'est pas venue de moi. Je n'aurais jamais su quel formulaire soumettre ou quel comité impressionner. Un coordinateur régional de la gestion des urgences a rassemblé les données après une saison de tempête brutale. Les temps de réponse s'étaient améliorés dans plusieurs zones pilotes. Davantage d'alertes ont été émises avant que les routes ne deviennent impraticables. Les abris ont fait état de meilleures fenêtres de préparation. Des personnes qui ne m'avaient jamais rencontré ont essayé. Des déclarations sur ce que ces minutes supplémentaires signifiaient. Un après-midi, Maya m'a fait entrer dans une salle de conférence et a fermé la porte. Pendant une terrible seconde, j'ai cru que quelque chose avait mal tourné. Au lieu de cela, elle a fait glisser un paquet imprimé sur la table. En haut, il y avait mon nom. Elle m'a dit que j'avais été nominée pour le prix national de l'innovation en matière de préparation aux catastrophes et que le comité souhaitait s'entretenir avec la personne qui avait conçu le cœur du moteur de prédiction. J'ai ri parce que je pensais qu'elle exagérait. Maya n'a pas ri avec moi. Elle m'a dit, Olivia, il faut que tu comprennes quelque chose. Le monde ne devient pas plus sûr parce que les gens applaudissent la personne la plus bruyante de la salle. Il devient plus sûr parce que quelqu'un comme toi refuse de laisser de côté les problèmes difficiles. Je voulais la croire. Je voulais vraiment la croire. Mais une vieille partie de moi entendait encore la voix de mon père qui disait que c'était un hobby, voyait encore ma mère éloigner doucement mon certificat de la sauce barbecue, sentait encore les sièges vides d'une foire scientifique qui s'était déroulée plus de 10 ans auparavant. Aussi, lorsque les entretiens avec le comité ont commencé, j'ai répondu à chaque question avec soin et professionnalisme, presque comme si je parlais de quelqu'un d'autre. J'ai expliqué le modèle. J'ai expliqué le pilote. J'ai expliqué pourquoi les systèmes d'alerte devaient tenir compte du comportement humain. Et pas seulement des conditions météorologiques. Je ne leur ai pas dit que j'avais passé la majeure partie de ma vie à devenir doué pour aider des gens qui me remarquaient à peine. C'est peut-être pour cela que ce travail me convenait si bien. Je savais ce que cela signifiait de voir le danger avant que quelqu'un d'autre ne s'en préoccupe. L'email officiel est arrivé par un mercredi après-midi pluvieux, alors que j'étais entre 2 réunions. J'ai ouvert ma boîte de réception en m'attendant à une nouvelle demande de documentation. Au lieu de cela, j'ai vu le sceau de la commission et l'objet du message. Félicitations, lauréat du prix national de l'innovation en matière de préparation aux catastrophes. Pendant quelques secondes, je n'ai pas cliqué. J'ai fixé les mots.
attendant qu'ils deviennent plus petits. Ils ne l'ont pas fait. Le courriel indiquait que j'avais été sélectionné pour recevoir le prix lors d'une cérémonie télévisée à l'échelle nationale à McCormick Place à Chicago. Il y aurait des responsables de l'intervention d'urgence, des chercheurs, des fonctionnaires, des représentants de la communauté, des médias et un segment diffusé en direct par un réseau national. Mon nom figurerait dans le programme. Une courte vidéo sur notre système serait diffusée avant que je n'entre en scène. Puis est venue la ligne qui a alourdi le courrier électronique. Je pouvais inviter jusqu'à 4 membres de ma famille ou invités proches. 4 places. 4 occasions pour les personnes qui avaient manqué presque toutes les étapes tranquilles de se montrer pour une étape suffisamment forte pour que même eux ne puissent pas l'ignorer. Au travail, tout le monde était ravi. Marcus Reed, mon chef de projet, a tapé sur le côté de mon bureau comme si nous venions de gagner un match des séries éliminatoires. Maya m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était fière d'une voix si ferme qu'elle m'a presque brisé. Et la communication a commencé à parler de la préparation des médias. Quelqu'un a plaisanté en disant que je devais m'entraîner à sourire sans avoir l'air de résoudre un problème de mathématiques. Pendant le reste de la journée, les gens se sont arrêtés à mon bureau avec du café, des notes autocollantes, des félicitations maladroites et une petite tornade en plastique de l'équipe des stagiaires portant la mention « Elle nous a prévenus ». Je me suis laissé aller à la joie à l'intérieur des murs de ce bureau parce que ces personnes savaient ce que signifiait ce prix. Les soirées tardives, les tests ratés, les comtés qui nous ont fait confiance avant que le système ne soit suffisamment impressionnant pour faire la une des journaux. Ce jour-là, je n'ai rien dit à ma famille. Je me suis dit que j'attendais le bon moment, mais en réalité, j'avais peur. Peur que mon père entende un mot et imagine un banquet ennuyeux. Peur que ma mère demande combien de temps cela va prendre. Peur que Jessica change de sujet avant que je n'ai fini de parler. Une semaine avant la cérémonie, j'ai failli n'inviter que Maya, Marcus et 2 coordinateurs d'urgence des comtés pilotes. Cela aurait été facile et sûr. Mais la liste des invités est restée sur la table de ma cuisine comme un défi. Je voulais peut-être tourner la page. Peut-être que je voulais des preuves. Peut-être que la version de 12 ans que j'avais en moi gardait encore des places près de l'avant. La veille de la cérémonie, j'ai ouvert le chat du groupe familial. Mon père venait d'envoyer une photo des steaks qu'il prévoyait de faire griller pour le dîner de célébration de Jessica, qui venait de conclure la vente d'une grande propriété. Ma mère avait répondu avec des cœurs. Jessica avait posté un selfie avec la légende suivante: grosse semaine pour la famille Bennett. J'ai regardé fixement cette phrase, puis j'ai tapé mon invitation. J'ai indiqué le lieu, l'heure, le lien de diffusion en direct et j'ai dit que j'aimerais beaucoup qu'ils viennent ou qu'ils regardent. Mon père a répondu en premier: nous n'allons pas perdre notre temps pour un trophée inutile. Ma mère a suivi: chérie, la journée de demain est déjà prévue. Un dîner en famille est une meilleure utilisation de notre soirée. Jessica est arrivée en dernier. Ne nous culpabilisez pas, tout ne doit pas être un grand moment dramatique. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, un calme s'est installé en moi. C'était ça. Ce n'était pas un mauvais moment. Pas de confusion. Un choix. J'ai regardé la liste des invités et j'ai retiré les sièges familiaux vides avant de pouvoir changer d'avis. Maya s'assiera à mes côtés. Marcus serait là. 2 coordinateurs d'urgence occuperaient les autres sièges. Des gens qui avaient répondu à l'appel quand c'était important. J'ai tapé un mot dans le chat. Compris. Mon père a levé le pouce. Le lendemain matin, j'ai repassé ma robe, revu mes remarques et pris la route de Chicago sous un ciel gris acier. À McCormick Place, le personnel a vérifié ma carte d'identité, accroché un badge à ma robe et m'a guidé à travers des bannières sur la résilience, l'innovation et le service public. Pendant la répétition, quelqu'un m'a montré où me tenir, quand marcher et quel écran diffuserait ma vidéo. J'ai hoché la tête comme si j'étais calme. À l'intérieur, je n'arrêtais pas de penser à ma famille qui avait préféré le dîner à cette salle. Puis Maya est arrivée, m'a pris la main et m'a dit: ce soir, il ne s'agit pas de savoir qui ne vous a pas vu. Il s'agit des personnes qui sont en vie parce que vous refusez d'arrêter de travailler. J'ai porté cette phrase dans la salle de bal. Lorsque la cérémonie a commencé, la salle de bal semblait presque irréelle. La scène brillait d'une douce lumière bleue.
3 écrans massifs étaient suspendus au-dessus d'elle, suffisamment grands pour qu'il soit impossible d'ignorer un seul visage. Des tables rondes occupaient le sol, sur lesquelles étaient inscrits les noms d'agences, d'universités, de services municipaux et d'équipes d'intervention d'urgence. J'ai vu des pompiers en uniforme, des scientifiques aux yeux fatigués, des responsables de la santé publique, des responsables de tempêtes et des fonctionnaires qui ont passé leur carrière à se préparer à des catastrophes auxquelles la plupart des gens ne pensent que lorsque les sirènes retentissent. J'étais assise entre Maya et Marcus, les mains croisées pour que personne ne les voie trembler. Le programme a débuté par des discours sur le service public et le travail invisible. Normalement, des mots comme cela peuvent sembler polis jusqu'à en perdre le sens, mais ce soir-là, ils semblaient réels. Autour de moi, il y avait des gens qui comprenaient ce que le travail invisible coûtait. Ils savaient que la meilleure urgence était celle que personne ne remarquait parce que le pire n'arrivait jamais. Lorsque notre catégorie s'est rapprochée, Maya s'est penchée vers moi et a murmuré « Respire ». De l'autre côté de la ville, ma famille était en train de dîner. J'ai appris les détails plus tard par Ethan, mon jeune frère, qui était à la maison parce que ma mère lui avait demandé de venir. Mon père avait fait griller des steaks comme s'il célébrait un championnat. Jessica avait apporté un dessert coûteux et l'avait placé au centre de la table comme un trophée. Ma mère avait sorti les bonnes assiettes. La télévision était allumée dans le salon parce que mon père voulait que l'on passe au sport après le dîner. Au début, personne n'y a prêté attention. Il parlait de la vente de Jessica, de son client, de ses futures annonces et de la fierté de tout le monde. Mon père a apparemment levé son verre et a dit « Voilà à quoi ressemble un véritable accomplissement ». Ethan m'a dit qu'il avait regardé la télévision juste après la remise du prix de l'innovation en matière de préparation aux catastrophes. Dans la salle de bal, les lumières se sont éteintes et la vidéo a commencé. Une carte du Midwest apparaît sur les écrans. Des systèmes de tempête traversent l'Illinois et l'Indiana. Viennent ensuite des images de routes inondées, de dispatchers répondant à des appels, de bénévoles empilant des sacs de sable et de familles entrant dans des abris. Le narrateur a expliqué que la préparation aux catastrophes ne consistait pas seulement à réagir après une tragédie, mais aussi à mettre en place des systèmes qui aident les communautés à agir avant que le danger ne devienne inévitable. Puis mon nom a été prononcé. Olivia Bennett. La vidéo montrait notre tableau de bord, des cartes d'alerte et des interviews de coordinateurs d'urgence décrivant les minutes supplémentaires que notre système leur avait permis de gagner. Un homme a déclaré. Un quartier a été nettoyé avant que l'eau n'atteigne la route principale. Ce genre d'alerte change la donne. J'ai senti la main de Maya se poser sur mon épaule. Puis l'animateur est revenu sur le podium. Il a parlé d'un jeune ingénieur de l'Illinois dont le travail permettait de relier en temps réel les données météorologiques, les équipes d'intervention locales et les alertes de la communauté. Il a déclaré que ce système représentait la meilleure forme d'innovation, car il n'existait pas pour les applaudissements. Il existait pour que les gens puissent rentrer chez eux en vie. Puis il a appelé mon nom. La marche vers l'estrade m'a semblé plus longue que tous les couloirs que j'avais jamais traversés. Les applaudissements se sont élevés autour de moi, chaleureux et énormes, mais j'avais du mal à les entendre à cause des battements de mon cœur. J'ai accepté le prix en verre. Je me suis tournée vers le public et j'ai vu mon image apparaître sur les écrans au-dessus de la salle. Je me tenais debout, tenant la preuve que la chose que mon père qualifiait d'inutile ne l'avait jamais été. À Naperville, cette même image remplissait la télévision de mes parents, a dit Ethan. Jessica s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Ma mère s'est détournée de la table, une cuillère de service à la main. Mon père a d'abord eu l'air ennuyé, comme si la télévision l'avait interrompu. Puis la légende est apparue sous mon visage. Olivia Bennett, lauréate du Prix national de l'innovation en matière de préparation aux catastrophes. Personne n'a bougé. Ethan a dit que la pièce était devenue si silencieuse qu'il pouvait entendre le réfrigérateur ronronner. L'animateur a mentionné les équipes d'urgence, les avis de tempête, les évacuations en cas d'inondation et les communautés aidées par notre système. Ma mère a chuchoté, c'est Olivia? Jessica n'a rien dit. Mon père a continué à regarder fixement. C'est la partie dont Ethan se souvenait le plus. La reconnaissance arrivant trop tard et apportant la honte avec elle. Sur scène, j'ai pris le micro. J'ai remercié mon équipe, les coordinateurs d'urgence, les répartiteurs, les bénévoles et les dirigeants de la communauté qui ont fait en sorte que les alertes aient de l'importance dans la vie réelle. J'ai remercié Maya de m'avoir appris qu'un travail minutieux n'était pas un petit travail. Je n'ai pas remercié ma famille. Non pas pour les punir, mais parce que la vérité comptait. Ils n'avaient pas construit ce projet avec moi.
Il n'y avait pas cru. Il n'avait même pas choisi de regarder, jusqu'à ce que la télévision fasse ce choix pour eux. Lorsque je suis retournée à ma place, Maya m'a serré dans ses bras avant que je puisse m'asseoir. Marcus s'est essuyé les yeux et a blâmé les allergies. Mon téléphone était scellé en mode silencieux dans mon sac, vibrant toutes les quelques minutes, mais je ne l'ai pas ouvert. Pour une fois, je n'ai pas quitté mon propre moment pour gérer leur malaise. Je suis restée. J'ai pris des photos avec mon équipe. J'ai serré la main de personnes qui voulaient parler du financement des systèmes d'alerte en milieu rural. J'ai écouté un directeur de comté me dire que son personnel avait applaudi à l'annonce de mon nom. À l'autre bout de la ville, mon père était assis à la table d'un dîner rafraîchissant, regardant des étrangers faire l'éloge de la fille qu'il avait renvoyée moins de 24 heures plus tôt. Lorsque j'ai finalement ouvert mon téléphone, il était près de minuit. J'étais de retour dans mon appartement, toujours vêtue de ma robe, mes talons près de la porte, la récompense sur le comptoir de ma cuisine, sous la même lumière où j'avais lu le message de mon père la nuit précédente. L'écran s'est animé avant même que je ne le déverrouille. Appel manqué de mon père, appel manqué de ma mère. Appel manqué de Jessica, de d'Ethan, puis des messages. Le premier message de mon père est arrivé à la minute même où commençait ma séquence de remise de prix. C'est toi à la télé? Une minute plus tard. Olivia, réponds à ton téléphone. Alors, pourquoi ne pas nous avoir dit que c'était si important? J'ai regardé cette ligne pendant un long moment. Pas de félicitations. Pas je suis désolée. Pas j'aurais dû venir. Juste, pourquoi ne pas nous avoir dit que c'était aussi important? C'était mon père en une phrase. S'il ne s'en est pas soucié, c'est que je n'ai pas su lui présenter le moment d'une manière qu'il respectait. Les messages de ma mère étaient plus doux, mais pas plus faciles. Chérie, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un événement aussi important. Ton père est choqué. Nous sommes très fiers de toi. Les messages de Jessica contenaient plus de points d'exclamation que de sincérité. OMG Live. Tu étais littéralement à la télévision nationale. Envoyez-moi des photos officielles. Je veux poster quelque chose avant tout le monde. J'ai fait défiler l'écran vers le haut jusqu'à ce que j'atteigne leur message de la veille. Trophée inutile. Mieux vaut utiliser notre soirée. Ne nous fais pas culpabiliser. Il se trouvait dans le même fil de discussion, juste au-dessus de la fierté soudaine. Puis la conversation a pris une tournure qui m'a retourné l'estomac. Mon père a demandé si le district scolaire avait vu l'émission et s'il devait en parler au directeur sportif, car il serait bon pour le programme de football d'avoir un lien avec un lauréat d'un prix national. Ma mère s'est demandé si une chaîne locale ne souhaitait pas interviewer la famille. Jessica a collé une légende Instagram dans le chat. Je suis tellement fière de ma brillante petite sœur. J'ai toujours su qu'elle changerait le monde. En dessous, elle a écrit, trop ou trop mignon? J'ai toujours su. Cette phrase m'a presque fait rire parce que l'alternative était de jeter le téléphone à travers la pièce. Jessica n'a pas toujours su. Ma mère ne l'avait pas toujours su. Mon père avait qualifié mon travail de stupide jusqu'à ce que des inconnus à la télévision lui donnent la permission de le respecter, et maintenant il voulait se tenir assez près de la lumière pour avoir l'air chaud. Pendant quelques minutes, l'ancienne Olivia est revenue. Celle qui arrangeait les choses. Celle qui aplanissait les difficultés. J'ai failli taper « c'est bon ». Juste pour que tout le monde puisse respirer plus facilement. J'ai imaginé mon père se détendre parce que les conséquences lui avaient encore échappé. J'ai imaginé ma mère en train de dire à ses proches que j'étais émotive. Mais que j'allais bien. J'ai imaginé Jessica postant des photos d'enfance et recueillant les louanges de personnes qui ne savaient rien des chaises vides. Puis j'ai verrouillé mon téléphone. Le calme est revenu dans mon appartement. J'ai regardé le prix sur le comptoir et j'ai pensé à Maya, à Marcus, au coordinateur du comté qui a rédigé la nomination et aux répartiteurs qui ont envoyé des notes lorsque le système fonctionnait pendant les tempêtes. Aucun d'entre eux n'a demandé à emprunter ma réalisation. Ils m'ont aidé à la porter. C'est ce qui a fait la différence. J'ai de nouveau déverrouillé mon téléphone, non pas pour répondre, mais pour sauvegarder la vérité. J'ai fait des captures d'écran de l'invitation, de leurs réponses dédaigneuses, des messages diffusés et de leur projet soudain d'utiliser mon nom. J'ai créé un dossier et je les y ai placés. Pas pour les publier. Pas pour entamer un procès public. J'avais besoin d'un dossier privé. Quelque chose pour me protéger si Guilt essayait de réécrire les faits plus tard. Puis Ethan a appelé. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai répondu.
Il a d'abord été silencieux. Puis il a dit, je suis désolé, Liv. Nous ne sommes pas fiers. Tu ne devrais pas comprendre. Juste désolé. Il m'a raconté à quoi ressemblait la table du dîner lorsque mon visage est apparu à l'écran. Papa était devenu pâle, puis en colère, demandant pourquoi personne n'avait expliqué le prix correctement. Maman n'arrêtait pas de dire qu'elle aurait aimé savoir. Jessica a commencé à chercher mon nom sur Internet avant la fin de la séquence. Ethan a dit qu'il ne savait pas quoi dire, alors il n'a rien dit, et qu'il était désolé pour cela aussi. J'ai apprécié son honnêteté, mais je ne l'ai pas complètement absous. Le silence faisait partie du langage de ma famille depuis des années. Après avoir raccroché, d'autres messages sont arrivés. Mon père a envoyé. Et appelle-moi avant de parler aux journalistes. Cela confirmait tout. Il ne s'inquiétait pas pour mon cœur. Il s'inquiétait de l'histoire. Pour la première fois, je n'ai pas répondu. J'ai mal dormi, mais j'ai dormi. Et le matin venu, je savais exactement ce que j'allais dire. Le lendemain matin, la lumière du soleil a traversé mes stores et, pendant un moment, j'ai fait comme si la nuit précédente avait été simple. Un prix. Un discours. Une célébration. Puis mon téléphone a de nouveau sonné et le vieux monde a demandé à revenir. J'ai fait du café, je me suis assise et j'ai ouvert le chat familial. Ma mère avait écrit que les gens de l'église demandaient de mes nouvelles. Jessica avait envoyé d'autres légendes. Mon père avait demandé à 2 reprises si les médias m'avaient contacté. Puis il a écrit, nous devons être sur la même longueur d'onde en tant que famille. Cette phrase m'aurait fait obéir. Maintenant, tout est clair. Être sur la même longueur d'onde avait toujours signifié le laisser écrire la page. J'ai tapé lentement parce que je voulais que chaque mot soit clair. Je leur ai dit que je savais qu'ils avaient vu la cérémonie. J'ai compris qu'ils étaient surpris. Puis je leur ai dit ce qui ne se passerait pas ensuite. Ils ne devaient pas contacter mes collègues, mon mentor, le comité ou toute autre personne liée au projet. Ils ne donneraient pas d'interview sur l'éducation qu'ils m'ont donnée, le soutien qu'ils m'ont apporté ou la confiance qu'ils ont toujours eue en moi. Ils ne publieraient pas les photos d'enfance qui ont transformé la négligence en inspiration. Si quelqu'un leur demandait pourquoi ils n'étaient pas présents à la cérémonie, ils étaient libres de dire la vérité. Je les ai invités. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi le dîner. Mon père a d'abord répondu, tu es dramatique et irrespectueux. Alors, n'en fais pas une attaque contre ta famille. Et puis, j'ai beaucoup sacrifié pour vous, les filles. Ma mère a suivi avec une version plus douce. Elle a dit qu'elles étaient fières à leur manière. Elle a dit que je ne devais pas punir les gens parce qu'ils ne comprenaient pas quelque chose de technique. Jessica a dit que j'humiliais tout le monde pour une erreur. J'ai regardé l'écran et j'ai écrit la phrase dont j'avais besoin depuis des années. Je ne vous ai pas fait paraître mauvais. Je t'ai donné une chance de te montrer et tu as choisi de ne pas le faire. Ensuite, j'ai coupé le chat du groupe pendant 1 an. J'ai également coupé les notifications individuelles. Mon appartement est devenu silencieux d'une manière presque sacrée. Les conséquences ne sont pas arrivées d'un seul coup. Elles sont arrivées lentement. Le journal télévisé local a rediffusé ma séquence de remise de prix 2 soirs plus tard, et comme Naperville aime les liens avec sa ville natale. Les gens ont commencé à poser des questions. Les parents de l'équipe de football de mon père ont reconnu mon nom de famille. Quelques-uns l'ont félicité, et Ethan a dit que mon père avait d'abord essayé d'accepter l'attention. Puis quelqu'un a demandé pourquoi il n'avait pas assisté à la cérémonie. Un autre parent a demandé s'il était vrai qu'il avait qualifié le prix des inutiles. Je n'ai jamais publié les captures d'écran, mais les histoires circulent même sans preuve lorsque suffisamment de personnes remarquent la vérité. À l'école, le directeur sportif a discrètement confié à quelqu'un d'autre le discours sur les valeurs familiales lors de la prochaine collecte de fonds. Mon père avait toujours son travail, mais l'éclat autour de lui s'est terni. L'homme qui avait construit son image publique en s'engageant pour les jeunes n'avait pas su s'engager pour sa propre fille à la télévision nationale. Pour quelqu'un comme lui. Ce n'était pas une mince perte. C'était là que résidait sa fierté. Ma mère a essayé d'organiser un reportage local par l'intermédiaire d'un ami, mais sans ma permission et sans accès à mon équipe, l'histoire n'a abouti à rien. Jessica a tout de même posté une vieille photo de nous. J'avais 13 ans et je me tenais à côté d'elle dans le hall d'un gymnase, alors qu'elle tenait un trophée de volley-ball. Sa légende disait, fière de ma petite sœur depuis le premier jour. J'ai envoyé un message privé, retiré mon nom et arrêté d'utiliser mon image pour réécrire notre relation.
Elle m'a répondu avec colère, mais a retiré le tag. Dans l'après-midi, quelqu'un du lycée a commenté, c'est pas toi qui as dit que ces trucs d'informatique étaient ennuyeux? Le message a disparu avant le dîner. C'était la revanche? Si on peut l'appeler ainsi. Pas de cri. Pas de crise publique. Juste l'accès supprimé. Juste la vérité qui refuse de plier. Des gens qui ont appris qu'ils ne pouvaient pas m'ignorer en privé et me réclamer en public. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue plus calme et plus honnête. Le prix a attiré l'attention sur le projet, et Maya l'a utilisé à bon escient. D'autres comtés se sont portés candidats pour des programmes pilotes. D'autres financements ont été accordés pour des systèmes d'alerte en milieu rural. Nous avons commencé à encadrer de jeunes ingénieurs intéressés par la réponse climatique. En particulier des étudiants à qui l'on avait dit que leurs compétences discrètes n'étaient pas assez impressionnantes pour avoir de l'importance. Je leur ai dit qu'un travail utile peut être solitaire avant d'être reconnu. Je leur ai dit qu'être fiable ne devait pas signifier devenir invisible. Je leur ai dit que l'éducation n'est pas seulement une question de diplôme ou de récompense. La véritable éducation consiste à apprendre à valoriser les gens avant que le monde ne les valorise et à acquérir des connaissances précieuses sur soi-même avant que quelqu'un d'autre n'essaie de définir sa valeur. Ethan et moi parlions parfois. Il ne m'a pas demandé de pardonner rapidement. Ma mère m'a envoyé des messages que je n'ai pas toujours lus. Jessica a cessé de me taguer. Mon père n'a jamais présenté d'excuses allant jusqu'à la racine de la blessure. Des semaines plus tard, il m'a envoyé « J'espère que tu sais que nous sommes fiers ». Je l'ai regardé longuement et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de savoir ce que valait sa fierté alors que son choix était déjà fait. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour, nous aurions une conversation. Peut-être pas pour guérir, il n'est pas nécessaire de donner aux gens le même accès que celui qu'ils utilisent pour vous blesser. Le succès n'a pas réparé mon enfance. Et la télévision nationale n'a pas transformé ma famille en la personne que j'aurais voulu qu'elle soit. Un trophée n'a pas permis à mon père de me comprendre. Le moment où j'ai changé ma vie a été celui où j'ai cessé de considérer son attention comme une preuve de ma valeur. La famille n'est pas prouvée par celui qui vous réclame après les applaudissements. Elle est prouvée par ceux qui respectent vos efforts lorsqu'il n'y a pas de caméra. Pas de gros titres et pas de public à impressionner. Vous avez le droit de protéger les parties de vous-même qui ont mis des années à se reconstruire. Vous avez le droit d'arrêter d'inviter des gens au premier rang de votre vie lorsqu'ils ne se présentent que lorsque le monde leur dit que le siège a de la valeur. La vengeance la plus puissante n'est pas de faire souffrir les gens. C'est de devenir suffisamment entier pour que leur approbation arrive trop tard pour vous contrôler. L'équipe de Revenge Broken Trust travaille dur pour créer des histoires significatives, émotionnelles et bien conçues qui laissent aux téléspectateurs des leçons précieuses. Cette histoire est totalement fictive et créée à des fins éducatives, dans le but de partager des messages réfléchis et des leçons de vie positives avec notre public. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, soutenez-nous en nous suivant afin que nous puissions rester motivés pour créer des vidéos encore plus puissantes, de haute qualité et attrayantes pour vous.